Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de la preuve en droit de la santé en milieu du travail avec Jamila Elberi, avocate chez Jeb Avocat. Ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite de l'abus de faiblesse avec Stéphane Micheli, associé au sein du cabinet Herald. Et enfin, on parlera des prévisions de rémunération pour les avocats d'affaires avec Agathe Delorme, manager de la division avocat chez Robert Walters. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de la preuve en droit de la santé en milieu du travail avec Jamila Elberi, avocate au sein de Jeb Avocat. Jamila, bonjour. Bonjour Arnaud. Existe-t-il une spécificité des éléments de preuve en matière de santé au travail? Alors oui et non, on peut parler de spécificité, tout va dépendre naturellement de la nature du contentieux auquel on a affaire. Alors, il peut y avoir du contentieux prud'homal devant le conseil de prud'homme, il peut y avoir du contentieux en faute inexcusable, accident du travail ou maladie professionnelle lorsqu'il s'agit effectivement des contentieux deuxième chambre civile, on va dire plus spécifiquement pôle social, et puis on a le contentieux pénal. Ça, c'est le premier élément. Puis le second élément va différencier selon qu'il s'agit finalement d'un contentieux qui est relatif à la santé psychique ou à la santé physique. Et après, on va discerner deux types de questions. D'abord, celle de la preuve et des éléments de preuve, et ensuite de la preuve du préjudice, preuve de la faute et preuve du préjudice. Quand il s'agit de la preuve de la faute, on peut essentiellement distinguer deux sujets. Le sujet de la conformité réglementaire, c'est-à-dire des éléments collectifs. J'entends par là document unique d'évaluation des risques, les accords collectifs, les chartes, les règlements, etc. Et puis les éléments individuels, c'est-à-dire la correspondance que vous avez avec le salarié, les mesures que vous avez prises à l'égard du salarié de façon individuelle et qui va permettre finalement de tracer une bonne action en matière de preuve, notamment sur un litige relatif à la santé physique ou psychique de votre collaborateur. Puis après, il y a la partie sur la preuve du préjudice et là, ça va dépendre du dossier médical de l'intéressé. Quels sont les efforts de traçabilité que l'employeur doit réaliser pour éviter les contentieux ou limiter les conséquences de ceux-ci? Alors pour moi, il y a deux aspects là aussi. Il y a promouvoir et agir. Ça veut dire quoi? Promouvoir d'abord, c'est développer une politique de conformité réglementaire. C'est-à-dire produire du normatif, des règlements, d'abord la validité, la pertinence, le bien fondé du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la pierre angulaire de la preuve en matière de santé au travail. C'est une démarche à caractère collectif que l'employeur met en place pour à la fois évaluer les risques, les tracer et définir les actions correctives. Donc d'abord promouvoir la conformité réglementaire sur des consignes, sur des chartes, sur des accords, et puis ensuite agir. Alors comment on agit très concrètement? Bien, on sensibilise les salariés sur justement le corpus normatif de l'entreprise en matière de prévention des risques, on informe et puis aussi on forme. Si on souhaite rendre opposable la norme, il faut impérativement avoir formé le salarié sur le sujet. Alors, on va évoquer la jurisprudence sur la preuve déloyale. Peut-elle avoir des conséquences sur l'administration de la preuve en matière de santé au travail? J'ai envie de vous dire oui et non là aussi, parce qu'effectivement, les arrêts d'assemblée plénière ont rappelé une règle fondamentale, c'est-à-dire que pour produire un enregistrement déloyal ou une preuve à caractère déloyal ou de qualité déloyale, comme on pourrait dire, eh bien, il faut que le salarié d'abord puisse estimer que cette preuve est indispensable à la défense de ses droits et que l'atteinte ne soit pas disproportionnée au but recherché, c'est-à-dire par exemple l'atteinte à la vie privée de la personne qu'on enregistre à son insu ou dont on produit la preuve à son insu. Donc ça, c'est la règle qui a été rappelée par la Cour de cassation dans les arrêts d'assemblée plénière, a été rappelée à nouveau le 15 janvier 2024, encore une fois dans un arrêt de cassation, ce qui veut dire que les règles sont très concrètement établies. Et pour le salarié, eh bien, il y a là un intérêt, notamment en matière de santé au travail, santé psychique. Tous les sujets relatifs à l'éthique, à la diversité, à la compliance, les harcèlements notamment moral ou sexuels ou sexistes, qui souvent ont lieu dans des endroits extrêmement confinés ou à huis clos entre les deux protagonistes, permettra naturellement de faire émerger la vérité à travers ce type de preuve à caractère déloyal. Donc effectivement, il faut se méfier de cet aspect probatoire qui est devenu, qui va prendre de plus en plus de place sur ces sujets-là. J'ajoute néanmoins un point fondamental qui paraît
encore inaperçu, c'est que cette preuve déloyale, qui est recevable en matière privée, est illicite pour la CNIL et considérée toujours comme une preuve illicite parce qu'elle est attentatoire à la vie privée. Donc il va y avoir Qu'est-ce que ça veut dire? il va y avoir un schisme, il va y avoir un hiatus sur la validité de cette preuve, puisque finalement la CNIL, elle, continuera de sanctionner les personnes qui ont produit de façon déloyale ces preuves, du moins je pense qu'effectivement ça va être l'attitude qu'elle va avoir, mais que néanmoins ces preuves restent recevables dans le cadre privé pour la manifestation de la preuve. Donc on va encore avoir des sujets qui sont tout à fait épidermiques sur ces atteintes à la vie privée. On voit bien que là l'enjeu c'est celui-là de protéger la vie privée. Et justement, est-ce que une harmonisation des règles est souhaitable pour y voir plus Absolument. clair? Absolument, Arnaud, tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur la logique d'homogénéisation et d'harmonisation de cette preuve. On le voit déjà, on l'a fait en droit européen. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles En matière de congé, en arrêt Voilà, maladie? exactement. Et on devrait effectivement l'envisager pour pouvoir éviter les hiatus et faire de finalement quelqu'un qui est digne de produire une preuve, de l'autre côté, un délinquant de la preuve, si je puis dire, parce qu'il va produire des éléments dont on sait pertinemment qu'en réalité, l'attitude est éligible à des poursuites. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre Je plateau. vous en prie, Arnaud. Merci de votre accueil. On poursuit ce Lex Insight sur 4Change et on va parler abus de faiblesse avec Stéphane Micheli, associé chez Herald. Stéphane, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que l'abus de faiblesse? Alors l'abus de faiblesse, c'est le fait d'abuser de la fragilité, soit psychique, physique d'une personne pour la conduire à accomplir des actes gravement préjudiciables à ses intérêts. Voilà. Donc c'est un texte qui est dans le code pénal. Et on a également un texte qui est dans le code de commerce pour les hypothèses de démarchage, en fait, lorsque des démarcheurs mal intentionnés abusent de la faiblesse de quelqu'un. Alors on constate que les abus de faiblesse sont de plus en plus fréquents. Comment vous expliquez ce phénomène? Alors on pense quand même que c'est lié à l'espérance de vie qui augmente et le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui, en réalité, avancent dans l'âge et sont fragiles, ce qui est normal, et des individus peu scrupuleux qui abusent de cette situation, que ce soit dans un cadre patrimonial familial ou également dans le cadre de démarchage à domicile, par exemple. Quelles sont les différentes formes que peuvent prendre les abus de faiblesse? Classiquement, comme je vous le disais, il y a un aspect patrimonial, donc ça peut être des personnes dans l'entourage d'une personne âgée en particulier qui la conduit à faire des virements à son profit, qui la conduit à réaliser un testament en sa faveur. Ça, ce sont des hypothèses que l'on connaît. C'est aussi quelquefois des démarcheurs, des entreprises qui viennent pour, par exemple, moi j'avais eu une hypothèse comme ça, d'une entreprise qui allait voir un certain nombre de personnes âgées et souffrantes pour leur faire conclure des contrats pour des pompes à chaleur dont ils n'avaient pas vraiment besoin. Voilà, donc ça fait beaucoup effectivement travailler actuellement les juridictions pénales. Alors vous évoquez les juridictions pénales, qui est généralement à l'origine du lancement d'une procédure pénale pour abus de faiblesse? Alors ça peut être, dans le cas par exemple que je citais, ça peut être la direction des fraudes qui est saisie par exemple par un consommateur qui s'aperçoit, parce que la famille s'en aperçoit, qu'en définitive, elle n'avait pas besoin de cette pompe à chaleur. Et dans ce cas-là, la direction des fraudes saisit le procureur de la République qui lui-même engage des procédures. Ça, c'est une première voie assez classique. L'autre, c'est l'environnement familial, donc des héritiers qui s'aperçoivent, notamment après le décès de quelqu'un, qu'il y a eu des actes qui ont été accomplis qui sont suspects, qui ne correspondent pas manifestement à la volonté du défunt, et qui explore cette piste et qui dépose une plainte auprès du procureur de la République. Alors pourquoi les procédures justement pénales engagées contre des personnes qui profitent justement de la faiblesse de personnes âgées sont souvent lancées après le décès de la victime? Alors c'est souvent le cas parce que en réalité on se rend compte des détournements et de l'abus qui a pu être commis après le décès de la personne, parce que au final, lorsque la personne vit elle-même
eh bien, il n'y a pas d'occasion en réalité de se rendre On compte. ne suit pas au jour forcément les Voilà. dépenses de la personne. Exactement, et c'est ensuite que l'on découvre en regardant les relevés bancaires qu'il y a des virements qui sont très suspects. Et évidemment, c'est une hypothèse dans laquelle la personne qui était proche de la fin de vie était déjà très fragilisée physiquement ou psychiquement. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le cadre d'une procédure pénale? Alors, une des principales difficultés, c'est d'arriver à démontrer en fait la faiblesse de la personne en question, car il ne suffit pas simplement d'être âgé, comme d'ailleurs le dit le site du service public, il faut aussi démontrer que la personne est dans un état de vulnérabilité assez aggravé, lié à son âge, lié à sa situation psychique, avec des maladies d'Alzheimer notamment. Et donc cette démonstration suppose assez régulièrement même de demander la nomination d'un expert qui va regarder le dossier médical et qui va donner un avis, mais c'est un avis d'après-coup, donc c'est toujours un peu difficile. Quel est l'objectif d'une procédure pénale au-delà de la peine prononcée? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs poursuivis derrière? Alors, l'objectif, effectivement, pour le particulier, alors bien sûr, il souhaite qu'une sanction intervienne, donc c'est-à-dire traditionnellement, il y a une peine d'emprisonnement qui est encourue quand même, de 3 ans. Mais une peine d'amende qui peut être ordonnée, mais ce que cherchent surtout nos clients, notamment, c'est d'obtenir l'annulation de l'acte par la voie de ce qu'on appelle l'action civile qui vient en support de l'action pénale. Et c'est ça qui est principalement recherché, bien entendu. Alors justement, en quoi consiste la voie civile? Alors, la voie civile, alors il y a aussi une voie civile, donc il y a la voie civile qui est adjacente à la voie pénale, mais quelquefois, finalement, on prend une voie purement civile, sans rentrer dans la technique, parce que la voie pénale a aussi un inconvénient, c'est qu'on ne maîtrise pas le déroulement de la procédure. Une fois que le procureur est saisi, il envoie une commission rogatoire à la police, et là, ça peut prendre beaucoup de temps, et on ne maîtrise pas ce temps-là. Et donc, quelquefois, on saisit une juridiction civile sur le fondement de ce qu'on appelle l'insanité d'esprit, et on demande l'annulation d'un testament sur ce fondement-là. Donc l'insanité, tout le monde comprend, c'est-à-dire la personne qui n'a pas ses capacités intellectuelles suffisantes pour, par exemple, rédiger un testament. Et cette voie civile a l'avantage qu'on maîtrise un peu mieux la temporalité. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas l'appui, notamment de la police, qui peut faire des investigations, et donc on doit apporter les preuves, puisque le juge en matière civile est une sorte, finalement, un peu d'arbitre, si je puis dire. Donc la difficulté principale, c'est d'apporter les preuves. Et là, la difficulté principale, effectivement, c'est d'apporter les preuves auprès de ce juge civil. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, Arnaud. Merci. On poursuit ce Lex Inside et on va parler des prévisions de rémunération dans les cabinets d'avocats d'affaires avec Agathe Delorme, manager de la division d'avocats chez Robert Walters. Agathe, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Comment les cabinets d'avocats d'affaires anticipent-ils la rémunération des avocats en 2024 et quels sont les facteurs clés qui influencent ces prévisions? Alors, un des facteurs qui a toujours influencé l'évolution des grilles de rémunération dans les cabinets d'avocats, c'est évidemment la conjoncture économique globale. À cet égard, si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, après la crise sanitaire de 2020, on a eu un effet rebond 2021-2022 avec des hausses assez significatives des grilles de rémunération. Une stagnation en 2023 liée notamment à un niveau de private equity qui s'est un petit peu calmé, et on sait que le private equity, le MNS, est des départements souvent moteurs dans les cabinets d'avocats. En 2024, les signaux sont plutôt positifs parce qu'on commence à voir des informations sur les grilles de rémunération qui sont quand même très favorables et très positives, des belles hausses, donc on est plutôt confiant. Donc, belle hausse à venir et on a une volatilité des professionnels du droit accrue. Alors, quelles sont les stratégies des cabinets qui sont mises en place pour retenir les talents? Alors, évidemment, il y a les aspects rémunération dont on a commencé à parler. Ce qui est primordial, et surtout en ce moment, on est dans une phase où tous les cabinets se regardent un petit peu tous les uns les autres. C'est un peu une partie de poker à celui qui va parler en premier pour savoir quelles augmentations vont être faites, et ensuite le reste des cabinets va suivre. C'est souvent les États-Unis qui donnent le ton parce qu'ils ont un exercice fiscal qui se termine au 31 décembre.
Ensuite, on a les Anglais qui suivent et puis les Français en dernier. Au-delà des aspects purement salariaux, on a évidemment les sujets de bien-être au travail, les sujets de télétravail. Alors maintenant, la norme dans les cabinets, c'est souvent 2 jours par semaine. Et on a observé que les cabinets qui étaient encore un peu réfractaires souffrent d'un vrai déficit d'attractivité. Donc c'est vraiment des choses importantes à ne pas négliger. Et au-delà de ces sujets traditionnels qui existent depuis quelques années, on a un sujet nouveau qui est intéressant depuis le début de l'année, c'est celui de la 6e semaine de congé rémunéré pour les avocats. Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris vient de décider que cette 6e semaine ne serait pas rendue obligatoire, mais il a fortement incité les cabinets à l'instaurer et on pense que ça va pouvoir potentiellement faire la différence entre les différentes structures. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu chez les collaborateurs et futurs C'est associés. des demandes qu'on entend beaucoup en ce moment. Alors, la rémunération, donc souvent citée comme un facteur déterminant pour attirer les talents. Vous avez évoqué aussi la 6e semaine de congé payé. Pouvez-vous nous expliquer comment les cabinets, justement, équilibrent cette nécessité par rapport à la gestion globale des coûts? Alors là-dessus, il n'y a malheureusement pas de secret et pas de baguette magique. Si les dépenses augmentent avec notamment une augmentation des rémunérations, il va falloir que les recettes augmentent. Et donc les cabinets répercutent souvent ces augmentations de salaire en augmentant les taux horaires vis-à-vis des clients. Il y a un autre système aussi qui est intéressant et qu'on remarque là depuis ce début d'année 2024, c'est que les objectifs de facturation des collaborateurs et des associés augmente depuis quelques mois dans les cabinets américains. On avait des rythmes à 1700, 1800 heures. On arrive sur des 1900, 2000. Et ça aussi, ça fait une grosse différence, surtout dans un marché où les informations circulent vite entre les collaborateurs. Les jeunes générations ont de moins en moins de difficultés à parler d'argent. Et donc là encore, ça va faire une différence. Et ça va permettre aux plus petits cabinets qui ne peuvent pas suivre forcément ces hausses fortes de rémunération d'avoir d'autres leviers d'attractivité avec un rythme plus souple et des bonus qui se déclenchent plus facilement. Alors, un autre levier, c'est la possibilité d'évolution professionnelle. Comment, justement, les cabinets intègrent ces nouvelles perspectives d'évolution de carrière? Alors, il y a un élément qui est directement lié à la rémunération dans les évolutions de carrière, c'est tout ce qui va toucher la rémunération de l'apport d'affaires. Il y a une sorte de nébuleuse un peu entre les cabinets. Certains cabinets rémunèrent l'apport d'affaires à hauteur de 10-15%. D'autres cabinets ne le rémunèrent pas du tout. Ça fait une grosse différence pour les collaborateurs. Ça fait une grosse différence aussi, évidemment, pour les associés. Et c'est un des éléments qui justifie le plus souvent des départs d'associés, des mouvements d'associés. C'est des insatisfactions sur l'apport d'affaires, l'apport et la rémunération du cross-sell entre les différents départements dans un cabinet d'avocats. C'est des sujets vraiment très importants et des points de vigilance pour les cabinets. Alors, il y a aussi une tendance à la personnalisation des carrières. Oui, alors, il y a une tendance qui, à mon sens, n'est pas encore assez exacerbée. Il y a quand même un certain immobilisme dans la profession sur ces sujets-là. On observe quand même plusieurs choses qui sont intéressantes. On a de plus en plus de demandes, nous, de statut de knowledge manager. Donc, ces avocats très techniques qui étaient un peu parfois, malheureusement, mis au placard parce que peu portés sur le développement de clientèle, etc. On a une revalorisation de ces personnes qui sont très importantes dans les cabinets avec ce statut de knowledge manager. Et de la même manière, on a une autre tendance qui est la clarification du statut de counsel, qui est souvent un peu le sas vers l'association. Il y avait une sorte de nébuleuse et on entendait souvent des profils seniors se plaindre un peu du manque de visibilité sur les objectifs attendus, etc. Les choses sont un petit peu en train de bouger, donc c'est aussi des signaux assez favorables. Alors, vous avez évoqué les prévisions à la hausse des rémunérations. C'est 7% pour les seniors associates et 5% pour les mid-level associates. Comment ces évolutions se situent par rapport aux années précédentes? Alors, on est toujours dans une logique de croissance et c'est un peu la surprise de ce début d'année, de croissance encore plus forte que celle qu'on avait anticipée. Ce qui est assez intéressant cette année, c'est qu'on a un effet de rattrapage où les profils plus seniors, on parlait de 7% pour les collaborateurs seniors versus 5% pour les plus juniors. C'est un rattrapage lié au fait que ces dernières années, les cabinets d'avocats ont eu une politique d'attractivité assez forte sur les profils juniors. Donc, ils faisaient des grosses augmentations de grilles pour les premières, deuxièmes,
deuxième, troisième année. Derrière, ça stagnait un petit peu et on pouvait avoir des situations un peu particulières de collaborateurs en troisième année qui allaient être assez rapidement presque mieux rémunérés qu'un collaborateur en cinquième ou sixième année. Donc, on a un levier là et un petit effet de rattrapage qui est normal, qui est naturel et qui commence à se mettre en place. Alors, comment ça se passe aux États-Unis? Quelles sont les tendances? Alors, aux États-Unis, il y a un petit effet un peu attentiste avec les élections présidentielles à la fin de l'année qui se répercute sur le marché français. On a eu aussi, au cours des derniers mois, des dernières années, une politique de cost killer qui ont été parfois mises en place dans les maisons mères aux États-Unis, qui se sont malheureusement répercutées en France avec, dans certaines structures françaises, certains bureaux français, des départs de collaborateurs un peu massifs, voire parfois des départs d'associés, ce qui a été peut-être un peu moins public. Mais dans les tendances un petit peu plus favorables, on a notamment tous les sujets d'intelligence artificielle qui sont un peu leadés par les États-Unis et qui se répercutent petit à petit dans les bureaux parisiens. Donc voilà, on attend des choses assez favorables là-dessus. Et puis on peut dire quand même que la France reste un marché encore dominant dans le monde du droit. On a notamment chez Allen Overy Sherman le français Hervé Écuyer qui vient d'être nommé managing partner du cabinet, ce qui est aussi un signal fort pour le marché et assez positif. Donc, le marché français est encore attractif. Évidemment. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.